la création du tout premier emploi vient vraiment bousculer tous les équilibres au sein d'une association et c'est pour cela que le mouvement associatif a souhaité organiser un cycle de 2 webinaires à destination des associations primo-employeuses. Donc un premier webinaire qui s'est tenu en octobre, qui visait à donner des repères et poser des prérequis avant l'embauche d'un premier salarié dans son association. Si vous ne l'avez pas vu, il y a un replay qui est disponible sur le site du mouvement associatif Nouvelle-Aquitaine et du mouvement associatif avec qui nous avons co-construit ce webinaire. Le webinaire d'aujourd'hui, donc ce second volet, il vise lui à plutôt donner des informations et des ressources clés pour la concrétisation de cette première embauche. Il va se dérouler en 4 étapes. Donc tout d'abord, un rappel du cadre réglementaire et des obligations déclaratives de l'employeur associatif. Ensuite, un panorama des acteurs publics de l'emploi et des aides publiques à la création d'emplois qui sont éligibles pour les associations primo-employeuses. Ensuite, on fera un focus sur l'emploi mutualisé, qui peut être également une solution. Et enfin, nous présenterons l'offre de formation à destination des bénévoles employeurs en Nouvelle-Aquitaine, et puis les acteurs et les dispositifs ressources pour être accompagnés, donc que ce soit dans cette création d'emploi, mais aussi par la suite dans sa gestion, son suivi et sa pérennisation. Alors, nous avons fait appel à des intervenantes et des intervenants experts que nous remercions voilà, de leur participation à ce webinaire. Donc, Olivier Grain, qui est coordinateur du CDOS 33 en Gironde et accompagnateur généraliste du réseau Guidasso. Lucie de Guérimel pour la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités en Nouvelle-Aquitaine. Gaëlle Charté, qui est chargée de mission à la région Nouvelle-Aquitaine au service égalité, vie associative, solidarité. Et Cyrielle Le Berger, qui est directrice du centre de ressources pour les groupements d'employeurs. Et donc, pour ma part, je suis Amandine Méran, donc je suis la coordinatrice régionale du mouvement associatif Nouvelle-Aquitaine. Et donc, je serai en charge de l'animation et de la modération de ce temps. Alors, avant de concrétiser une première embauche, on a voulu quand même reposer rapidement le cadre et les obligations légales pour les employeurs associatifs. Et donc, pour cela, je donne la parole à Olivier Grain, donc coordinateur du CDOS 33 et accompagnateur généraliste Guidasso Gironde. Et bonjour à toutes et tous, et puis merci de votre présence. Alors, le premier point important à savoir, c'est qu'une association, au même titre qu'une entreprise, elle se doit de respecter le Code du travail ou les conventions collectives qui s'appliquent à son secteur d'activité. Donc, après la signature de contrats aidés, dans certaines conditions et limites, permettent d'exonérer l'association de cotisation patronale légale. Mais ça, c'est vraiment des cas particuliers qui dépendent aussi des politiques qui sont mises en place à certains moments. Alors, il me semblait important de revenir sur ce qu'était la notion de salariat et de son contour. Donc, la relation salariale, elle est caractérisée par un certain nombre d'éléments. D'abord, une prestation de travail, le versement d'une rémunération et l'existence d'un lien de subordination. C'est ce qui permet en cas de litige ou comme ça, de vraiment définir que il y a bien une relation salariale, il y a bien un employeur et un salarié. Alors, les obligations de l'employeur. Donc, l'employeur doit procéder aux déclarations qui sont obligatoires, on y reviendra tout à l'heure. Il doit bien sûr rémunérer le salarié pour lequel il a passé un contrat de travail et délivrer un bulletin de paye mensuel, enfin un bulletin de paye qui vient caractériser la rémunération. Il doit assurer l'adaptation du poste. Il doit aussi donner les directives qui sont liées à l'emploi, donc ça passe à travers souvent une fiche de poste, mais qui n'est pas exhaustive. Euh, il doit permettre l'exécution du contrat de bonne foi, donc respecter les conditions, les dispositions légales et conventionnelles, et respecter l'obligation de sécurité. Il ne doit pas mettre ses salariés en danger. Par contre, après les obligations du salarié, c'est d'être loyal vis-à-vis de son employeur, de respecter la discrétion,
respecter les règles qui sont liées aussi au cumul d'emplois, respecter les clauses du contrat, se conformer au règlement intérieur de l'association et se tenir à disposition de l'employeur dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Les formalités liées à l'embauche. Pour embaucher un salarié, l'association doit d'abord s'acquitter, faire rencontrer l'URSSAF pour pouvoir s'acquitter des formalités et des cotisations sociales qui sont calculées sur la base du salaire qui va être versé. Donc, il y a deux types de cotisations. Il y a les cotisations et les contributions patronales et salariales de sécurité sociale. Donc, elles assurent le financement de la protection sociale du salarié à travers la maladie, l'accident du travail, la retraite, les allocations familiales, etc. Et des contributions et taxes qui sont collectées pour le compte d'autres organismes. Alors là, j'ai cité le Fonds national d'aide au logement, par contre. Donc, avant l'embauche du salarié, il est indispensable que l'association s'immatricule en tant qu'employeur auprès du centre de formalité des entreprises et c'est l'URSSAF qui est le centre de formalité des entreprises qui est compétent. Donc l'article, je reprécisais l'article de loi qui dit que l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. Alors, aujourd'hui, ça passe par une déclaration préalable à l'embauche, alors qui précédemment s'appelait aussi la déclaration unique d'embauche. C'est une déclaration qui permet de faire toutes les formalités, les démarches pardon, excusez-moi, qui permet de faire en une seule démarche toutes les formalités qui sont obligatoires auprès de l'URSSAF. C'est une déclaration qui se fait en ligne avec le numéro SIRET. Donc, du coup, ça induit cette déclaration des APE. C'est donc déclaration de première embauche dans l'établissement, l'immatriculation de l'employeur au régime général de sécurité sociale et au régime d'assurance chômage. Ça, c'est à la première embauche du salarié. Euh, une demande d'immatriculation du salarié à la caisse primaire d'assurance maladie, l'adhésion de l'employeur à un service de santé du travail, la demande donc de l'examen médical d'embauche pour le salarié avec la visite obligatoire et le préétablissement de la déclaration annuelle des données sociales, la DADS. Donc, les déclarations obligatoires, il y a des déclarations trimestrielles donc, qui sont calculées sur la base des salaires versés. C'est un document qui est adressé à l'URSSAF. Donc, il y a possibilité de faire ces déclarations et de payer les cotisations directement par Internet maintenant, sur déclaration.ursaf.fr. Et a priori, l'association primo-employeuse, par définition, est considérée comme employeur trimestriel, donc elle a des déclarations trimestrielles à faire, mais elle peut demander la mensualisation auprès de l'URSSAF quand elle fait sa première déclaration. Ensuite, la déclaration annuelle. Donc, on a la déclaration annuelle des données sociales, la DADS. Donc, à la fin de chaque année civile, l'association remplit un récapitulatif des montants, des rémunérations brutes annuelles qui ont été versées pour chaque salarié. Et du coup, elle est adressée par la Caisse régionale d'assurance maladie qui, elle, s'occupe des comptes retraite du salarié. Donc, c'est un document qui est pré-rempli. Il doit être complété et renvoyé avant le 31 janvier de chaque année. Et en même temps, il y a un tableau récapitulatif aussi à remplir. Donc, comme pour les associations qui a procédé tous les trimestres à l'envoi des bordereaux, eh bien, le tableau récapitulatif permet de totaliser l'ensemble des bordereaux qui ont été remis et les sommes les montants dus des cotisations et de voir s'il n'y a pas des décalages et éventuellement de faire les rappels nécessaires à la fin de l'année.
Et donc aussi, il y a le calcul des cotisations, des différentes cotisations. Les taux sont définis à partir de la rémunération brute. C'est un pourcentage de la rémunération brute pour l'ensemble des cotisations qui sont définis. On le voit dans le bulletin de salaire. Alors, les autres obligations à l'égard du salarié, donc, quand on embauche un salarié, il y a des obligations sociales, légales ou conventionnelles dans 4 domaines. Donc, on va voir après, donc le droit du travail, la retraite complémentaire, l'assurance chômage et la formation professionnelle. Donc, dans le droit du travail, donc, à partir du moment où on fait un contrat, l'association doit respecter la convention collective de son secteur d'activité. Donc là, j'ai cité la convention collective nationale du sport ou celle de l'animation. Voilà. Le contrat du travail. Alors, le contrat de travail, lui, il n'est pas obligatoire nécessairement écrit. Par contre, le contrat écrit est obligatoire dans certains cas qui sont précisés, donc les contrats à durée déterminée et dans les contrats à temps partiel. Un CDI, il n'est pas obligé d'être écrit. Alors, maintenant, c'est quand même plus facile. Enfin, plus simple pour tout le monde, c'est le fait d'avoir un contrat écrit, ça pose un cadre sur lequel et le salarié et l'employeur peuvent s'appuyer pour justement vérifier qu'on est bien dans le respect à la fois de la convention et des contraintes du poste. C'est un outil quand même qui est important. Et donc, par rapport aussi à la rémunération, l'employeur est tenu de remettre un bulletin de paye euh, pour justifier donc du versement de la rémunération. Et ce bulletin de paye comporte un certain nombre de mentions obligatoires, en particulier sur toutes les cotisations, les taux de cotisation qui sont payés et par le salarié et par l'employeur. Donc ça, dans la rédaction du bulletin de salaire, je ne suis pas rentré dans les détails dans ce PowerPoint et dans cette intervention, mais on verra par la suite qu'il y a des gens qui peuvent vous aider à ce niveau-là. Donc, deuxième point aussi donc important, c'est la retraite complémentaire. Et donc, tous les salariés qui relèvent du régime général de sécurité sociale doivent être obligatoirement affiliés à un régime de retraite complémentaire destiné à compléter les prestations du régime général. Et donc, c'est l'association, quand elle devient employeuse, qui va adhérer à un régime complémentaire de retraite. Certaines conventions collectives préconisent certains régimes de retraite et avec des organismes collecteurs. Donc, en fonction du secteur dans lequel vous intervenez, vous avez des préconisations par rapport au régime de retraite complémentaire. Des obligations concernant la formation professionnelle. Donc, tous les employeurs, et quels que soient les effectifs, donc qu'on ait un salarié ou qu'on en ait 500, on est tenu de participer au financement de la formation professionnelle continue. Et pour cette contribution, elle est versée à un opérateur de compétences, un OPCO, qui collecte les fonds et qui après peut être sollicité pour la mise en œuvre de formation des salariés à travers, ils ont des plans de financement et des campagnes de financement tous les ans. Donc moi j'ai là par exemple l'OPCO du sport, c'est l'AFDAS. Mais bon, il y en existe d'autres, Uniformation et dans d'autres secteurs. Bon, en fonction du secteur d'activité que vous avez, vous avez un OPCO, un ou plusieurs OPCO qui peuvent être identifiés.
Enfin, il y a l'assurance chômage, donc c'est géré par Pôle emploi au niveau local. Elle est financée par des cotisations à la fois patronales et salariales, donc qui sont calculées sur la rémunération qui est versée aux salariés. Et ça figure sur le bulletin de salaire. Donc le régime, c'est l'UNEDIC. Et donc il n'y a pas besoin de s'inscrire auprès de l'UNEDIC, puisque c'est fait automatiquement lors de l'immatriculation à l'URSSAF, et c'est l'URSSAF qui transmet toutes les infos à l'UNEDIC. Enfin, il y a la complémentaire santé qui est obligatoire donc depuis le 1er janvier 2016 et qui est à minimum, il faut financer à 50% par une cotisation patronale. Euh, L'employeur peut décider d'aller au-delà de ces 50%, mais c'est le plancher minimum, c'est 50%. Et il y a une couverture minimum aussi à garantir aux salariés, donc sur le forfait journalier hospitalier, les dépenses de frais dentaires prothétiques, l'intégrité du ticket modérateur et sur les dépenses de frais d'optique. Euh, la loi, donc là, il y a une obligation pour les salariés d'adhérer à la mutuelle d'entreprise qui a été choisie par l'employeur. Pour autant, il peut y avoir des cas de dispense d'adhésion pour les salariés. Si, par exemple, le conjoint ou la conjointe a une mutuelle d'entreprise obligatoire et qui prend en compte une adhésion familiale, par exemple, ça peut être un cas de dispense. Sur des contrats, des CDD de courte durée, on ne demande pas forcément aux salariés d'adhérer à la mutuelle d'entreprise. Il a la possibilité de faire, mais c'est plus une obligation. L'autre obligation de l'employeur, c'est l'entretien professionnel. Donc, qui est obligatoire tous les 2 ans. Donc, c'est la loi du 5 mars 2014. Donc, qui permet de faire le point des besoins de l'association et du salarié en matière de formation professionnelle et d'évolution de carrière. Il ne faut pas le confondre avec l'entretien annuel qui, lui, va être disons, fait pour essayer de voir un petit peu comment s'est passée l'année du salarié, ses conditions de travail, ses relations d'entreprise, les difficultés qu'il a pu rencontrer ou au contraire les choses qui ont pu être mises en avant de façon positive. Euh, L'entretien annuel, il n'est pas, comment dire, il n'est pas, c'est pas légiféré, c'est conseillé de le faire. C'est celui qui est obligatoire, c'est l'entretien professionnel, et lui, donc, il est obligatoire tous les 2 ans. Alors, par rapport à la gestion des salariés et au bulletin de salaire, qui demande quand même, c'est un côté un peu technique, il y a plusieurs possibilités qui peuvent s'offrir à vous. La première, c'est le chèque emploi associatif, CEA, qui va prendre en charge une fois que vous avez adhéré au chèque emploi associatif, il va prendre en charge toutes les missions, les calculs des cotisations qui incombent à l'employeur. Par contre, il y a une petite limite. Toutes les variables de salaire, les arrêts maladie et les choses comme ça, c'est vous qui allez être obligé de renseigner toutes ces variables-là, parce qu'autrement, le chèque emploi associatif ne le prendra pas en compte.
Après, vous pouvez faire appel aussi à un emploi, un impact emploi tiers de confiance. C'est des dispositifs qui sont aussi gérés par l'URSSAF. Amandine, si tu peux cliquer sur le lien, peut-être. Donc, en fait, vous allez pouvoir retrouver sur ursaf.fr les explications détaillées du chèque emploi associatif et d'impact emploi tiers de confiance, qui sont des outils que vous pouvez solliciter euh, pour la gestion de vos bulletins de salaire. Impact emploi tiers de confiance, c'est des entités qui sont identifiées par l'URSSAF justement pour pouvoir porter cette gestion salariale. Voilà, donc en Gironde, on a par exemple Emploi Loisirs Gironde qui fait ça chez nous au niveau du 33, entre autres. Et après, bien sûr, vous pouvez avoir recours à un expert comptable, mais bon, là, par contre, on n'est pas sur les mêmes tarifs. Donc, le chèque emploi associatif, c'est un service qui est gratuit. Impact emploi tiers de confiance, c'est un service qui est payant, mais souvent qui est moins onéreux que d'avoir recours à un expert comptable. Alors, merci Olivier. Alors, je suis désolée, ça n'a pas suivi le partage d'écran, mais en tout cas, vous aurez le diaporama et vous pourrez consulter le lien qui fonctionne, effectivement. Donc, il n'y a pas de souci sur le lien est bien cliquable. Donc merci Olivier et merci pour les premières questions voilà, dont on prend note. On va poursuivre avec les aides et les acteurs publics de l'emploi en Nouvelle-Aquitaine, avec tout d'abord la présentation par Gaëlle Charté, qui est donc chargée de mission au sein du service Égalité, Vie associative, Solidarité de la région Nouvelle-Aquitaine. Présentation de l'aide au recrutement associatif. Gaëlle, je te laisse la parole. Merci Amandine. Alors l'aide au recrutement associatif est donc un dispositif de la région Nouvelle-Aquitaine et qui ne concerne pas que la création du premier emploi. Ça a pour but d'accompagner la professionnalisation des associations et d'encourager la mutualisation des emplois. Les bénéficiaires sont les associations qui sont basées en Nouvelle-Aquitaine et dont les actions sont réalisées sur le territoire en lien avec les compétences et les priorités de la région. Ça peut également être un établissement secondaire dès lors qu'il est domicilié en Nouvelle-Aquitaine. Sont éligibles les créations nettes d'emplois en CDI temps plein, en CDI temps plein mutualisé, en CDI temps partiel, seulement si la mutualisation n'est pas envisageable. Sont également éligibles les consolidations de CDD en CDI lorsque le CDD a été créé moins de 6 mois au moment du dépôt du dossier de subvention. L'aide, elle est de 21 000 € sur 3 ans, répartie comme telle, 10 000 € la première année, 7 000 la deuxième et 4 000 pour un temps plein. Pour un temps partiel, quel que soit le nombre d'heures, avec un minimum de 17h30 ou en fonction du nombre d'heures défini par la convention collective, elle est de 10 500 €. Donc les montants sont simplement divisés par 2, 5 000 €, 3 500 € et 2 000 € donc pour le temps partiel. Depuis le vote du nouveau règlement au mois de juin, on a ajouté 2 bonus. Un bonus de 3 000 € lorsque le temps plein est mutualisé et un bonus de 1 000 € si l'association se situe en zone rurale à habitat très dispersé. Donc ça fait référence à un référentiel de l'INSEE qui définit 7 zones de densité. Quand l'association se situe dans la 7e zone, eh bien, on ajoute un petit bonus supplémentaire. Les projets, ils sont priorisés en fonction de la capacité de l'association à pérenniser l'emploi et à le cofinancer pendant la période de la subvention. On regardera également la dynamique bénévole qui crée un ancrage sur le territoire. On regardera également quel est son tissu partenarial et si la genèse du projet, elle émane bien d'une dynamique locale et collective et non d'un projet personnel. On priorisera également les associations qui auront été accompagnées, donc soit par un DLA, soit par son réseau, soit par un partenaire local. Ça peut également être un expert comptable, on a déjà eu le cas. On priorisera également aux créations d'emplois en milieu rural et aux emplois mutualisés, puisqu'on a ajouté des bonus, donc l'idée c'est vraiment d'aller dans ce sens. Et on priorisera également les associations qui ont moins de 5 équivalents temps plein.
bien sûr, il s'agit de priorisation. Ça veut dire que les associations qui ont déjà 10 salariés, on étudiera bien évidemment la création du 11e poste, mais effectivement, si c'est la création du 11e poste d'animation ou si c'est la création d'un poste dont une activité n'existe pas encore, hein, voilà, ça ne s'étudie évidemment pas de la même façon, on ne priorisera pas de la même façon. En termes de modalités, alors le DLA, on en parlera juste après. En termes de modalités, en fait, on a un calendrier annuel et on présente des dossiers à toutes les commissions permanentes, ou presque, qui sont les instances de vote de subvention des élus. Et donc, les dossiers sont déposés au fil de l'eau au cours de l'année. Et vous pouvez consulter l'aide sur le guide des aides de la région en tapant recrutement associatif. Voilà. Et également consulter l'ensemble des aides de la région, quelles qu'elles soient. Merci beaucoup, Gaëlle. Alors, n'hésitez pas à voilà, poser vos questions dans le chat. On a encore une intervention, puis on fera une première pause pour répondre à vos questions. Alors, donc, nous poursuivons avec Lucie Kérimel, donc chargée de mission à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle-Aquitaine. Donc, pour un premier point avec un panorama des différents acteurs du service public de l'emploi, des aides également éligibles, aides de l'État, et puis quelques éléments de bonne pratique pour l'étape du recrutement. Lucie. Bonjour à tous. Bonjour, merci Amandine. Alors, moi, je voulais vous parler des acteurs du service public de l'emploi qui peuvent vous accompagner et qui doivent vous accompagner lors de la phase de recrutement pour que vous puissiez mieux les connaître et savoir quand faire appel à eux. Donc, petit rappel de qui est Pôle emploi. Donc, Pôle emploi, c'est un opérateur de l'État que vous pouvez bien sûr utiliser en tant qu'association comme si vous étiez une entreprise, c'est-à-dire que vous pouvez vous créer un profil d'entreprise sur le site de Pôle emploi et faire appel à eux, et principalement pour diffuser une offre d'emploi. Vous pouvez être accompagné par les services de Pôle emploi, ça sera le service entreprise aussi, pour être appuyé dans vos recrutements. C'est-à-dire qu'il y a des services compétents pour faire avec vous de la présélection de CV si vous avez besoin. Et puis, pour avoir recours à certaines aides de l'État et dont on va parler, donc les contrats aidés, les emplois francs, etc., vous devrez de toute façon passer par un opérateur de l'emploi, donc principalement par Pôle emploi. Je voulais vous parler aussi des missions locales qui sont des associations présentes sur vos territoires et qui ont pour mission d'accompagner les jeunes dans leur recherche d'emploi. Donc, c'est de 16 à 25 ans, mais ils accompagnent également les employeurs. Donc, si vous avez besoin et si vous recrutez plutôt parmi des profils jeunes, n'hésitez pas à vous rapprocher de la mission locale de votre territoire, qui peut tout à fait aussi vous accompagner en tant qu'association pour recruter. On trouve aussi des Cap Emploi, qui sont des structures qui accompagnent les travailleurs en situation de handicap et qui peuvent aussi vous accompagner si jamais vous recrutez une personne en situation de handicap pour l'ergonomie du poste de travail, etc. Donc, c'est intéressant quand on a aussi dans son association une personne en situation de handicap ou qui a une RQTH. Voilà, ça peut être intéressant d'identifier les Cap Emploi. J'ai cité le DLA puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Le DLA, c'est le dispositif local d'accompagnement. Ce sont des structures pareilles dans chaque département qui accompagnent les associations et notamment sur le champ du développement de l'emploi. Donc, n'hésitez pas à vous tourner aussi vers le DLA de votre département pour être accompagné. Vous avez plusieurs prestations qui sont possibles et plusieurs accompagnements possibles dans le cadre du DLA. Les maisons de l'emploi aussi existent sur certains territoires avec des actions assez diverses et du soutien aussi au développement de l'emploi. En ce qui concerne les aides, on entend beaucoup parler des contrats aidés, etc. Donc, je voulais un peu vous expliquer ce que c'était, comment il faut s'y prendre pour avoir recours à des contrats aidés. Donc, les contrats aidés, ce sont des contrats qui sont cofinancés par l'État, c'est-à-dire que l'État participe en partie
à la prise, enfin prend en charge une partie du contrat. Et ce sont ce qu'on appelle globalement des PEC, des parcours emploi-compétences. Donc, c'est à destination des acteurs comme vous du champ associatif. Et les PEC, c'est un triptyque emploi, accompagnement, formation. C'est-à-dire que ils sont à destination de personnes qui sont, qu'on dit, éloignées de l'emploi ou au moins en recherche d'emploi. Et vous devez proposer à la personne recrutée dans ce cadre-là un accompagnement, c'est-à-dire ce sont des personnes qui vont bénéficier d'une montée en compétences, d'une formation au minimum en interne, voilà. Pour avoir recours au contrat aidé, il va falloir de toute façon passer par les opérateurs de l'emploi, donc passer par Pôle emploi. Ça peut être intéressant pour vous d'avoir un interlocuteur chez Pôle emploi et qui vous accompagnera dans le fait d'avoir recours à un contrat aidé. Donc, l'État prend en charge une partie de ces contrats aidés, 30% dans le cas où on est sur une personne éloignée de l'emploi et 50% du SMIC horaire brut dans le cas où vous recrutez une personne qui est travailleur handicapé, bénéficiaire du RSA, voilà, différents critères qui peuvent rentrer en ligne de compte pour une prise en charge plus importante. Je voulais aussi vous parler d'une aide qui s'appelle le dispositif des emplois francs. C'est une aide à l'embauche si vous recrutez une personne qui réside en quartier prioritaire de la ville. Les quartiers prioritaires de la ville, ils sont définis selon une géographie nationale. Ce sont des quartiers sur lesquels voilà, des fonds de la politique de la ville sont investis et du coup, vous pouvez bénéficier d'une aide à l'embauche à hauteur de 5 000 € par an pendant 3 ans. Les emplois francs, c'est un dispositif qui existe depuis quelques années, qui est prolongé encore sur l'année 2024. Donc, pour savoir si une personne que vous souhaitez recruter est éligible à cette aide, voilà, il y a un site que je pourrais vous mettre en lien qui s'appelle SIG sur la politique de la ville pour voir si le quartier est éligible à cette aide. Et puis, vous avez également le contrat adulte relais. Alors là, c'est sur un métier spécifique qui sont le métier de médiateur social et culturel. Et c'est une aide de l'État également qui appuie les associations pour recruter un médiateur social, voilà, avec différents critères aussi. Je vous mettrai le lien pour aller en savoir un peu plus sur cette aide qui est le contrat adulte relais. Il me semblait important aussi de pouvoir revenir sur quelques bonnes pratiques du recrutement. Olivier en a parlé tout à l'heure de vraiment le respect du cadre légal. Voilà. Moi, je voulais vous parler aussi en amont du recrutement d'un salarié, les quelques points de vigilance à avoir, surtout si vous recrutez votre premier salarié. Déjà, et je sais que c'est vraiment une pratique qui paraît anodine, mais l'étape de rédiger une offre d'emploi, vous avez des obligations à respecter et puis en termes on est aujourd'hui dans un marché du travail qui est un peu tendu où ça sera pas forcément facile de recruter, donc plus vous serez explicite dans l'offre d'emploi et clair avec des éléments explicites, plus votre offre d'emploi elle aura des chances aussi de trouver preneur. Donc n'hésitez pas à mettre dans une offre d'emploi, et il y a aussi des obligations par rapport à ça, un intitulé de poste clair. Ça paraît anodin comme ça, mais si vous diffusez une offre sur des sites d'emploi et que vous avez un titre, un nom de métier qui fait référence qu'à votre secteur ou qui est très spécifique, il peut se confondre avec d'autres intitulés de poste. Donc n'hésitez pas à essayer d'être assez clair et assez général. N'hésitez pas à présenter votre structure aussi, présenter clairement les missions du poste et de plus en plus important aussi, présenter les conditions de travail. Aujourd'hui, on est, comme je vous le disais, sur un marché qui est assez tendu où les personnes, elles vont avant tout chercher à savoir exactement le salaire, le temps de travail, et ça, c'est une obligation de le faire figurer sur l'offre d'emploi. Et puis, par exemple, quel sera le process de recrutement? Ça peut être intéressant aussi dans l'offre de mettre,
il y a un premier entretien téléphonique, on va vous recevoir avec le bureau de l'association, etc. Pour être bien clair et que la personne sache à quoi s'attendre. Il y a un principe également à respecter, alors à la fois dans l'offre d'emploi et à la fois dans le process de recrutement que vous allez faire après, c'est le principe de non-discrimination. Donc ça, c'est une obligation. À la fois dans l'offre d'emploi, vous n'avez pas à faire figurer des critères qui pourraient être des critères de discrimination à l'embauche. Il y a une liste de 20 critères, c'est assez important, qui ne doivent pas figurer dans une offre d'emploi et ne doivent pas rentrer dans le processus de sélection ensuite, pendant en plus les entretiens de recrutement. Donc, on parle de l'âge, du sexe, de l'origine, de la religion, voilà, plein de critères, du lieu de résidence. Donc ça, il faut impérativement respecter ces critères-là, donc ne pas les aborder et de bien les avoir en tête aussi dans votre process de recrutement. Et ensuite, je voulais finir par aborder avec vous les quelques étapes du recrutement, puisque ça peut être intéressant aussi de bien construire avant de recruter quelles seront les différentes étapes et d'être clair sur, par exemple, le temps que ça va vous prendre de recruter. Entre le moment où on rédige l'offre d'emploi, on la diffuse, on fait passer les entretiens. On peut même faire une présélection, comme je vous le disais, avec Pôle emploi, d'être conseillé sur les CV qu'on leur reçoit, etc. Et puis, aussi, une étape importante, le recrutement en tant que tel, l'entretien. Donc, convenir à l'avance de qui reçoit la personne, puisque dans le secteur associatif, voilà, c'est les permanents, c'est le bureau, voilà. N'hésitez pas vraiment à construire ce process-là en amont avant de diffuser vos offres pour être très clair envers les candidats. Et après, ne pas oublier de répondre aussi aux candidats qui vous ont présenté leur CV, qui ont écrit une lettre de motivation. N'hésitez pas à répondre, même si c'est négatif, à présenter aussi les raisons pour lesquelles vous ne retenez pas des gens, et puis à vous engager aussi formellement avec la personne que vous retenez, puisque c'est aussi, ça paraît anodin comme ça, mais voilà, des gens qui se désistent parce qu'ils n'ont pas eu de retour ou parce que vous avez cru répondre oui, mais voilà, finalement, ça ne s'est pas fait. Donc, engagez-vous et formalisez-le. Ça vous évitera aussi du temps voilà, passé au recrutement qui peut être voilà, vraiment chronophage si ce n'est pas abordé en amont. Donc, n'hésitez pas à construire tout ça avant de vous lancer dans un process de recrutement. Voilà ce que je pouvais vous dire. Après, je réponds à vos questions que je n'ai pas vues dans le chat avec plaisir. Merci. Alors effectivement, on va prendre une première série de questions. Donc il y en a plusieurs dans le fil de discussion. Je m'en fais le relais. Alors, on a une première question qui concerne la pluriactivité et la convention collective. Donc la question est si notre structure propose des activités variées, art, sport, qui relèvent à la fois de l'animation mais aussi du spectacle, comment savoir à quelle convention collective nous sommes affiliés? Alors, est-ce que peut-être ça peut être une question pour Olivier? Oui, alors, l'idée, c'est de voir si l'activité principale euh, soit vous avez la possibilité vous pouvez aussi avoir des salariés qui peuvent être sur plusieurs conventions collectives, mais c'est en fonction des activités, mais c'est quand même pas très, très simple à gérer. Après, ça peut être l'activité principale de l'association qui définit la convention collective à laquelle vous allez vous référer. Parce que gérer, enfin, je ne sais pas, Lucie, Red, ce que Ouais. tu en penses. Je pense que c'est possible d'avoir plusieurs conventions collectives dans une même association, mais c'est compliqué à gérer quand même. Oui, pour compléter, alors l'adhésion à une convention collective, elle n'est pas obligatoire.
vous pouvez aussi faire un contrat de travail sans adhérer à une convention collective, etc. Après, la convention collective, elle vous apporte un cadre, elle est intéressante dans la structuration aussi des emplois, voilà, elle vous apporte un cadre de travail qui est intéressant. Effectivement, c'est plutôt, mais c'est vous qui la choisissez. Donc, en fonction aussi vous pouvez être conseillé là-dessus en fonction des critères, ce qui figure dans les conventions collectives. En fonction de vos activités, vous pouvez aller choisir celle qui vous intéresse le plus. Merci. On a une deuxième question qui est combien d'heures minimum pour un CDD? J'imagine que c'est le minimum légal. Je peux essayer de répondre aussi. Il y a eu des changements. Il faut faire attention. Un CDD classique. Alors déjà, l'emploi, le contrat de travail classique, c'est le CDI. Le CDD doit rester exceptionnel et doit se justifier. Alors je sais que ça paraît compliqué à entendre, mais surtout pour des associations qui dépendent voilà, de budget, de subventions, etc. Mais voilà, le contrat de travail classique, c'est le CDI. Le CDD, donc vous devez justifier de sa durée, pourquoi, voilà. Et donc la durée moyenne, le temps de travail minimum pour un temps partiel avait été remonté à 24 heures, il me semble. Mais il faut que je vous confirme cette information. Donc, je vais vous mettre un lien. Et après, il y a des dérogations dans certains cas en fonction du type de contrat. Par exemple, pour les contrats aidés, il y a des dérogations où les heures, enfin, voilà, les heures sont moindres puisque la personne, elle va pouvoir aussi aller faire de la formation, etc. Mais donc, ça dépend du cadre dans lequel se tient le contrat. Merci. Alors, une troisième question qui concerne la formation et le versement de la CFP dans une association qui a son propre service de formation. La CFP, donc peut-être préciser le sigle, doit-elle être versée? Alors, une question ou une remarque, c'est est-ce que le CEA, donc le chèque emploi associatif, très intéressant pour faire les bulletins de paye. Donc, on est entre la remarque, en tout cas la confirmation et la question. En tout cas, s'il s'agit d'une question pour savoir si ça peut être une manière de faire les bulletins de paye, peut-être qu'Olivier, tu peux préciser. Absolument. Et d'ailleurs, dans le chat, j'ai mis le lien, j'ai copié le lien où vous avez les informations à la fois sur le chèque emploi associatif et sur le impact emploi tiers de confiance. Donc effectivement, le chèque emploi associatif, c'est un service qui va éditer le bulletin de salaire. Donc oui, c'est intéressant. Mais regardez, vous avez la grille détaillée sur le lien que je vous ai partagé dans le chat. Vous allez voir les différences qu'il peut y avoir. Ce que je faisais remarquer tout à l'heure dans ma présentation, c'est que la différence entre le chèque emploi associatif, qui est un service gratuit de l'URSSAF, toutes les variables, les impondérables, les arrêts maladie et tout ça, ça va être, il va falloir le calculer de son côté. Le chèque emploi associatif ne le fait pas. Alors que impact emploi tiers de confiance, juste en lui envoyant des informations des arrêts maladie ou des choses comme ça, lui, il va faire le calcul automatiquement. Par rapport à la question sur la contribution à la formation professionnelle, alors je crois qu'il faut pas confondre le fait d'avoir un service de formation qui offre des formations comme ça et la formation professionnelle. La contribution à la formation professionnelle, a priori, elle est obligatoire. Le pourcentage varie en fonction du nombre de salariés qu'il y a dans l'association ou dans l'entreprise, mais a priori, elle est, à ma connaissance, j'ai vérifié là sur Service Public, il y a pas, je ne vois pas d'exonération puisque c'est une participation donc, qui est collectée par un organisme collecteur et qui permet après de financer les départs en formation des salariés de la branche pour laquelle œuvre
l'OPCO. Donc, à ma connaissance, il y a un minimum à payer au niveau de la contribution professionnelle. Merci. Alors après, on a une série de questions qui concernent les aides. Alors, première question, est-ce que l'aide régionale au recrutement associatif est cumulable pour 2 CDI à temps partiel? Alors la réponse est non, on ne soutiendra qu'un emploi, donc une personne pour un poste. Merci. Toujours question pour toi, Gaëlle. Est-ce que cela fait suite à Ampli? Et dans ce Alors, cas, Ampli expliquez est un Ampli. dispositif différent qui peut se poser pour les associations qui créent leur premier emploi. Ampli est un dispositif géré au sein de la région, mais sur des fonds européens. Qui permet le développement d'une nouvelle activité ou de la création de l'activité de l'association, qui a un volet économique relativement avéré et pour lequel est adossée la création du premier emploi de l'association, qui peut être à temps partiel ou à temps plein, et l'aide, elle est de 20 000 € sur une durée de 12 mois. Donc, effectivement, une association qui crée son premier emploi peut se poser la question de savoir si elle sollicite le dispositif Ampli ou le dispositif recrutement associatif que je vous ai présenté. Quand le cas de figure se pose et qu'on est vraiment à la limite entre les deux, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on organise une visio avec les collègues de l'ESS et l'association. Comme ça, voilà, on l'oriente beaucoup plus facilement et on gagne du temps. La différence entre les deux, on va dire que on est sur des activités plutôt à dominante économique ou en tout cas qui a un modèle économique qui est déjà travaillé et plus émergent que lorsqu'on dépose un dossier au titre du recrutement associatif où là, effectivement, bon, il faut avoir travaillé son projet financièrement de toute façon, mais où ça ne va pas être le premier point d'entrée pour nous. Nous, on est la vie associative et ce qu'on va regarder d'abord, c'est la dynamique bénévole et la dynamique associative et effectivement aussi l'ancrage sur le territoire. Donc, quand il y a des questions, en tout cas sur ces deux dispositifs, voilà comment on procède au sein de la région. Euh, et on peut effectivement aussi déposer, enfin, je peux vous mettre un lien sur la fiche Ampli pour avoir plus d'informations. Merci. Alors, une question dans le chat, mais à laquelle tu as répondu déjà dans ton intervention, qui est toujours donc sur l'aide de recrutement associatif. Le montant pour un mi-temps, donc le montant d'aide pour un mi-temps, est-ce qu'il est proratisé en fonction du temps du mi-temps? Pas du tout. Ah, voilà, L'idée, effectivement, c'est qu'on a ouvert au temps partiel depuis le mois de juin. Ça n'existait pas depuis 2017. On a ouvert au temps partiel, mais vraiment, l'idée, c'est d'encourager le temps plein. Et quand un temps plein n'est pas possible parce que l'association n'a pas besoin d'un temps plein ou que financièrement, c'est pas possible, c'est là qu'on va encourager la mutualisation. Et Cyrielle va intervenir juste après, donc c'est parfait. Et c'est aussi pour ça qu'on a mis un bonus à la mutualisation du temps de travail pour vraiment aller dans ce sens-là. merci. Alors, on avait ensuite des questions sur la compatibilité des aides. Je vais la retrouver. Je vais la retrouver tout de suite. Alors, est-ce que les aides de soutien à la vie associative de la Nouvelle-Aquitaine et celles des contrats aidés de Pôle emploi sont cumulables? Alors la réponse est non. Ce sera soit l'un, soit l'autre. C'est à l'association de regarder ce qui est financièrement plus intéressant. Et pour bénéficier des contrats aidés au titre de Pôle emploi, il faut aussi que la personne ait des conditions de chômage requises, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc voilà, c'est un choix à faire. On peut cumuler avec des aides au projet, mais pas des aides à l'emploi. Voilà, c'est un choix politique de nos élus. Et donc, dans la même ligne, il y a une question qui est quelles aides ne sont pas compatibles avec un emploi PEC? On est sur une négation, mais alors en gros, oui, c'était un peu la même question, c'est quelles sont les compatibilités des aides. Donc, Donc le contrat PEC, le contrat aidé, il faut se dire que c'est vraiment un contrat pour accompagner des personnes dans leur insertion professionnelle. Donc la particularité, c'est justement de prévoir un accompagnement, de la formation pour cette personne, etc. Et comme le disait Gaëlle, c'est une personne qui a des conditions qui sera demandeur d'emploi de longue durée, qui sera bénéficiaire du RSA, etc. Donc, c'est vraiment un type de contrat particulier, un contrat favorisant l'insertion. Donc, on ne peut pas cumuler d'autres aides avec ce contrat PEC. encore une ou deux questions et puis on va poursuivre. Il y aura de nouveau un temps de questions à la fin du webinaire.
Est-on obligé de mettre une annonce Pôle emploi si notre futur salarié est déjà choisi? Alors, euh, bah non, alors normalement, on diffuse une offre quand il y a, enfin, voilà, quand il y a un emploi à pourvoir, on diffuse une offre d'emploi. Voilà, c'est la réponse que je peux vous donner. Alors ensuite, on a alors une question qui concerne une association de quartier en direction du lien social. Il n'y a pas d'obligation de se rattacher à une convention. La question est, j'imagine, de savoir s'il y a, enfin, vérifier qu'il n'y a effectivement pas d'obligation de se rattacher à une convention. Non, une convention collective, en tout cas, il Mm. y a pas une obligation. Une autre question, c'est est-ce qu'on peut simuler le coût d'un salarié? Est-ce qu'on a un outil à proposer, un simulateur à proposer? Alors, il y a différents outils en fonction du contrat, effectivement. Mais là encore, je vous invite à vous rapprocher du service public de l'emploi, puisque, par exemple, pour les emplois, les contrats aidés, le PEC dont on parle depuis tout à l'heure, là, il y a un simulateur qui existe, voilà, mais qui est à la main plutôt des services de l'emploi, puisque voilà, il faut rentrer des données de cotisation, etc., pour estimer le coût de revient à l'association. Après, pour compléter ce que vient de dire Lucie, je sais que au niveau du sport, pour les employeurs qui sont adhérents au syndicat employeur, le Cosmos, le Cosmos a mis en place un outil de simulation des coûts de salariés en lien avec avec la Convention collective nationale du sport. Alors, il y a Et le une simulateur question. URSSAF est une euh, bonne base. Oui, effectivement, il y a un pardon. simulateur sur le site de l'URSSAF. Pardon, je complète. Oui, oui, c'est une bonne base de travail. Une question qui va peut-être appeler des précisions dans le chat sur le temps partiel, donc qui est donc à 24 heures minimum. Donc un contrat à 21 heures correspond à un mi-temps. Donc je veux bien juste des précisions là-dessus pour qu'on puisse la poser sur le deuxième temps. Une association peut-elle recruter une personne qui travaille déjà à mi-temps, donc compléter un mi-temps et être aidée financièrement pour cela? Alors, sur le temps partiel et le mi-temps, donc le mi-temps, ce n'est pas un terme euh, légal. C'est le temps partiel qui est voilà, le terme euh, choisi. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, le temps partiel, il a été rehaussé. Donc, le minimum de temps de travail légal est à 24 heures. Après, je suis allée chercher là tout à l'heure des précisions. Ça peut faire l'objet de dérogations, mais c'était aussi pour, voilà, Gaëlle le disait tout à l'heure, le temps partiel n'est pas le, enfin voilà, l'État ne souhaite pas l'encourager et aussi pour assurer un, un salaire correct aux personnes qui sont recrutées à temps partiel. Euh, donc, il y a des dérogations qui sont possibles et notamment en termes de contraintes personnelles de la personne, voilà, si c'est elle qui fait le choix, qui ne peut pas travailler plus d'un certain nombre d'heures ou si elle a un autre emploi à côté, etc. Mais normalement, ça doit faire l'objet d'une voilà, d'une demande de la personne de déroger à ce temps minimum de travail. Je vous donne le cadre légal encore une fois. Merci. Alors, on va voilà, poursuivre les interventions du webinaire. Donc, merci déjà pour ces premières questions et pour les premiers éléments de réponse. Tous les liens qu'on a pu évoquer, qui ont été voilà, diffusés sur le chat, évidemment, on va les recollecter. On vous les transmettra avec le diaporama et la vidéo quand elle sera disponible. Donc, vous pourrez récupérer tous ces éléments. Donc, nous poursuivons. Je vais donc donner la parole à Cyrielle Berger pour le Centre de ressources pour les groupements employeurs, pour nous faire un focus sur cette solution qui peut être intéressante également pour vous. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, moi, je vais vous parler d'emploi associatif mutualisé, un sujet qu'on a déjà un peu effleuré depuis le début du webinaire, puisque le Centre de ressources pour les groupements d'employeurs est soutenu notamment par le Conseil régional et par la DRETS, Nouvelle-Aquitaine. Et vous l'aurez entendu tout à l'heure, la région soutient l'emploi associatif mutualisé, notamment quand il se matérialise par la création d'un emploi au sein d'un groupement d'employeurs
ou une matérialisation qui est possible aussi de manière plus directe entre deux associations. Donc, moi, je vais vous parler rapidement. Je veux bien qu'Amandine fasse défiler le support, sachant que là, on est vraiment sur une présentation flash, hein. On va dire que vous aurez le support et mes coordonnées, qu'il ne faudra pas hésiter à me solliciter ultérieurement pour avoir plus d'informations. Alors, qu'est-ce qu'un groupement d'employeurs? Un groupement d'employeurs, c'est une formule, hein, qui existe depuis 30 ans maintenant, qui est inscrite dans le Code du travail et qui permet à plusieurs entreprises ou associations de se regrouper pour embaucher des salariés à plusieurs et donc accueillir ces salariés en temps partagé. Donc concrètement, ça veut dire qu'en tant qu'association, vous n'êtes pas l'employeur. Quand vous rejoignez ou quand vous créez un groupement d'employeurs, c'est bien l'association, groupement d'employeurs, qui recrute le collaborateur, qui signe le contrat de travail avec le salarié et qui vous met régulièrement à disposition le salarié dont vous avez besoin, on va dire, au juste temps et au juste prix. Donc, c'est une manière intéressante, hein, notamment d'embaucher son premier salarié à plusieurs, si je puis dire. Donc, le salarié, effectivement, comme c'est indiqué, partage son temps de travail entre les différentes associations membres du groupement d'employeurs. Donc, ça représente, à mon sens, une solution intéressante, hein, pour les créateurs d'activités, les jeunes entreprises ou les associations qui souhaitent embaucher leur premier salarié, puisque ça permet de faire appel de confier le recrutement et la gestion de l'emploi à des professionnels du recrutement et de la gestion des ressources humaines que sont les groupements d'employeurs. Et ça permet aux dirigeants associatifs ainsi qu'aux professionnels de se concentrer sur leur cœur de mission, tout en ayant la possibilité de s'adjoindre les services d'un collaborateur qui travaillera par rapport au volume horaire que vous aurez déterminé. Et l'intérêt, c'est que ça peut faciliter le financement de ce salarié, puisque finalement, vous ne l'utilisez pas nécessairement à temps complet. Un petit schéma, hein, pour vous montrer comment ça fonctionne concrètement. C'est bien donc l'association groupement d'employeurs qui recrute le salarié qui est mis à disposition auprès de votre association. Et pour bénéficier de l'accueil de ce salarié en tant qu'association, vous devez nécessairement adhérer à l'association groupement d'employeurs. Donc, adhérer à l'association groupement d'employeurs, mais comme pour toute association, vous êtes non seulement adhérent, mais également dirigeant et décisionnaire. C'est-à-dire que vous avez évidemment une voix au chapitre au moment de l'Assemblée générale et vous pouvez également siéger dans la gouvernance du groupement pour déterminer avec d'autres associations ou d'autres entreprises, voire collectivités publiques, hein, qui peuvent également avoir recours au groupement d'employeurs, et bien déterminer, on va dire, la politique RH et la politique salariale du groupement d'employeurs auquel vous appartenez. Donc, on parle bien d'emploi mutualisé ou, si on se met du côté du salarié, de travail à temps partagé. Un travail à temps partagé qui n'est pas défini, hein, dans la loi et qui peut prendre des formes différentes selon les métiers, selon les secteurs d'activité. Donc, vous le voyez illustré à l'écran, on peut tout à fait avoir des salariés de groupements d'employeurs qui travaillent 6 mois dans l'année dans une structure, 6 mois dans l'année dans une autre, ou bien 2 jours par semaine dans une organisation et 3 jours par semaine dans une autre. Ça peut être également du temps partagé sur une même journée. C'est vraiment à construire en fonction de vos besoins, en lien avec évidemment le salarié et les personnes qui gèrent le groupement d'employeurs. Donc, il existe en région Nouvelle-Aquitaine, et je vous enverrai une cartographie, hein, qui vous permettra de regarder où sont implantés les groupements d'employeurs qui existent et dans quel secteur d'activité ils interviennent. Donc, il en existe un certain nombre, hein, qui accueillent des associations, donc de tailles très diverses et variées, et avec des secteurs d'activité qui peuvent aussi différer, sachant que un groupement d'employeurs, quel qu'il soit, il a, on va dire, une coloration sectorielle à un moment donné, mais la plupart d'entre eux sont quand même ce qu'on appelle des groupements multisectoriels et donc sont en capacité de porter des emplois à destination d'associations culturelles, sport, loisirs, animation et bien d'autres.
Voilà, donc soit si c'est une formule qui vous intéresse, vous pouvez vous rapprocher d'un groupement d'employeurs qui existe, soit vous pouvez vous rapprocher également du CRGE, à la fois pour qu'on vous oriente vers les groupements qui existent, également pour qu'on vous accompagne dans la réflexion de votre propre groupement d'employeurs, sachant que, indépendamment du groupement d'employeurs, je le rappelle, il est tout à fait possible pour une association d'embaucher un salarié et de le mettre à disposition auprès d'une autre association, donc sans passer par un groupement d'employeurs, en formalisant une convention de mise à disposition pour laquelle on peut également vous aider, sachant que cette forme de mise à disposition temporaire, on va dire, elle constitue généralement le préalable pour ensuite passer par un groupement d'employeurs, puisqu'elle n'a pas vocation à s'inscrire dans la durée. Mais qu'on soit dans le cadre d'un emploi mutualisé dans un groupement d'employeurs ou hors groupement d'employeurs, on peut être ressource pour vous et vous pouvez notamment bénéficier d'un soutien financier de la part de la région. Voilà ce que je pouvais vous dire de manière rapide, j'espère claire. Si vous avez des questions, évidemment, j'y répondrai avec plaisir. Merci beaucoup, Cyrielle, effectivement, pour cette présentation rapide mais très claire. Pour terminer, quelques mots sur les dispositifs et puis aussi les acteurs ressources pour être accompagnés donc, dans vraiment la formalisation, donc la création d'emplois, et puis par la suite, voilà, sa gestion dans le temps, sa pérennisation. Donc, on a eu l'occasion de l'évoquer, et puis pour ceux qui ont assisté au premier webinaire, on était beaucoup revenu là-dessus, mais la création d'un premier emploi, ça peut entraîner des bouleversements assez profonds dans la vie d'une association. Ça va venir interroger le projet associatif. Il va falloir mettre en cohérence le projet avec le développement des nouvelles activités qui seraient prises en charge par le salarié. Le modèle économique aussi qui doit évoluer pour financer ce poste. Et donc, voilà, parfois, ça peut aller jusqu'à une révision des statuts, du fonctionnement de l'association. L'arrivée de ce premier salarié, il va aussi avoir indéniablement un impact sur la gouvernance. Il va falloir peut-être formaliser des processus de décision, réfléchir, est-ce que le salarié il a voix au chapitre, dans quel type d'instance, et évidemment bien repositionner du coup la place et le rôle à la fois des bénévoles qui étaient jusqu'à maintenant les seuls décisionnaires et opérateurs du projet, et donc l'arrivée d'un salarié. Ça a aussi un impact évidemment sur le financement de l'association. Il va falloir adapter et puis essayer d'optimiser le modèle économique pour se mettre en cohérence avec l'évolution des activités, essayer de se projeter aussi de manière pluriannuelle, si on est sur une embauche en CDI qui effectivement est un objectif et la règle. Et puis ça va évidemment avoir aussi un impact en termes d'organisation du travail avec de nouvelles obligations à respecter, notamment en termes de gestion des ressources humaines. Et donc, voilà, tous ces bouleversements qui peuvent être plus ou moins forts en fonction des situations, pour les affronter, en tout cas pour s'y préparer, il nous semble important à la fois de se former et puis de vous proposer d'être accompagné. Et en Nouvelle-Aquitaine, on a la chance d'avoir beaucoup d'acteurs et de dispositifs pour cela. Donc, sur les questions de formation, notamment pour la formation des bénévoles qui vont devenir employeurs associatifs, donc comme vous peut-être. Sachez qu'il existe donc le portail régional de formation des bénévoles qui recense des formations gratuites à destination principale des bénévoles, formations qui se déroulent partout en Nouvelle-Aquitaine. Donc, vous avez un moteur de recherche qui vous permet de chercher en fonction des thématiques et des départements. Et ensuite, les résultats de la recherche vous sont présentés sous la forme d'une cartographie et d'un agenda. Vous y trouverez également des formations en visioconférence si c'est la modalité que vous préférez. Et ce sont des formations qui sont proposées par des associations de la région, donc par vos pairs, des associations expertes, des collectivités ou des services de l'État. Un petit aperçu des formations à venir là sur le portail autour de cette question de notre thématique. Donc, des formations à la fonction employeur ou autour des relations salariés-bénévoles. Il peut y avoir aussi des formations sur les questions de management, sur les questions de qualité de vie, de conditions de travail. Vous pouvez aussi trouver des formations autour de l'évolution du modèle socio-économique. Et puis, certaines associations vous proposent aussi de suivre ce qu'on appelle donc le CFGA, qui est le certificat de formation à la gestion associative. Donc, c'est une certification, une formation. Donc, ça vise à acquérir
ou à certifier l'acquisition des compétences nécessaires à la gestion administrative, financière et humaine d'une association. Donc, c'est une formation qui se déroule en 2 étapes avec 30 heures de formation théorique et 20 jours de formation pratique dans une association. Donc, vous pouvez réaliser soit dans l'association dans laquelle vous êtes déjà engagé, soit dans une autre. Donc, n'hésitez pas à consulter régulièrement le portail pour identifier éventuellement des formations près de chez vous ou en vidéo qui pourraient vous intéresser. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter pour recevoir chaque mois les formations qui seront proposées, qui sont disponibles. Et vous pouvez aussi, n'hésitez pas d'ailleurs à prendre contact avec les organisateurs de formation. Vous avez un annuaire des organisateurs de formation donc, qui sont inscrits sur le portail, parce que si vous avez un besoin pour lequel vous n'avez pas forcément identifié de formation disponible ou pas de date proche, vous pouvez également prendre contact avec eux pour en savoir plus sur les prochaines dates ou éventuellement faire part d'un besoin que vous auriez et qui n'aurait pas trouvé de réponse aujourd'hui sur le portail. Donc ça, c'est un premier élément vraiment pour notamment la formation des bénévoles. Mais pour aller plus loin, donc pour être aidé et approfondir le sujet, être accompagné, vous pouvez prendre contact avec des personnes ressources dans toute la région, près de chez vous, à travers le réseau Guidasso. Donc Guidasso, en Nouvelle-Aquitaine, c'est un réseau d'aujourd'hui un peu plus de 240 points d'information pour la vie associative, qui sont répartis sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine et qui sont portés par une diversité d'acteurs, donc des institutions, notamment services de l'État, collectivités et associations. Donc, Guidasso, c'est un dispositif qui est piloté par l'État. Donc, en Nouvelle-Aquitaine, c'est la direction régionale académique jeunesse, engagement, sport, en copilotage avec le mouvement associatif Nouvelle-Aquitaine et puis de nombreux acteurs associatifs au niveau départementaux. Et donc, partout sur le territoire, vous avez des professionnels, donc des salariés professionnels de l'accompagnement qui vous accueillent gratuitement, vous informent et vous accompagnent. Vous pouvez retrouver la cartographie de tous ces points d'information et d'accompagnement sur le site internet du mouvement associatif Nouvelle-Aquitaine. Voilà, que vous recherchiez simplement une réponse à votre question ou un accompagnement ou de la formation sur la durée, n'hésitez pas à prendre contact. Et puis, en fonction également, évidemment, de vos besoins et puis de la maturité de votre projet, vous pouvez prendre contact en direct ou les professionnels du réseau Guidasso peuvent vous orienter vers d'autres acteurs qui peuvent être compétents, notamment des incubateurs. Alors, les incubateurs, il en existe aussi une grande diversité dans toute la région. Ici, on va plutôt parler de manière un peu générique des incubateurs pour les structures de l'économie sociale et solidaire dont font partie les associations. Et donc, ils sont des structures qui vous accompagnent de manière individuelle, mais aussi souvent collective, puisqu'il y a plusieurs associations ou structures qui sont incubées en même temps. Et donc, ils vous accompagnent pour la création ou le développement de projets. Alors, les incubateurs peuvent avoir différentes thématiques ou différentes couleurs, mais c'est très souvent des projets avec un caractère innovant ou à impact important. En tout cas, n'hésitez pas, que ce soit les professionnels du réseau Guidasso peuvent vous renseigner. Et puis, vous avez également des éléments de cartographie sur le site de la région. Et vous pouvez également faire appel, on en a parlé, au dispositif local d'accompagnement, qui est un dispositif public qui permet aux structures employeuses de l'ESS de bénéficier d'accompagnement sur mesure, qui peuvent être individuels, qui peuvent être aussi collectifs, en fonction du sujet de vos besoins, pour développer des activités, pour consolider et pérenniser les emplois. Vous avez le lien qui est présent et les chargés de mission du DLA peuvent également vous renseigner dans tous les départements. On arrive à la fin de ce webinaire sur la première embauche autour des aides et des ressources pour créer ce premier emploi. Vous retrouverez les contacts des différents intervenants qui ont fait une présentation ce matin. Et puis, il nous reste quelques minutes. Donc, pour celles et ceux qui le souhaitent, on nous a
continuer, reprendre le fil de questions. Alors, on a une question concernant la formation des bénévoles. Les formations des bénévoles, par qui sont-elles financées? Alors, il y a plusieurs cas de figure. En tout cas, en Nouvelle-Aquitaine, il y a l'État et la région soutiennent la formation des bénévoles à travers deux dispositifs. Peut-être que... La région, en partenariat avec l'État, intervient sur la formation des bénévoles qui se traduit pour l'État dans le cadre du FDVA 1, Fonds de développement de la vie associative volet 1. Donc l'État met en place ce dispositif. La région participe sur le même dispositif avec une seule entrée pour déposer les dossiers Mon compte asso. D'ailleurs, le dispositif va bientôt ouvrir en ligne dans le courant du mois de décembre jusqu'à fin janvier à peu près. Donc ça va être le moment de travailler vos besoins de formation. Il existe une note d'orientation annuelle qui définit quels sont les financements, quels sont les types de formations qui peuvent être financées. Et du coup, au niveau de la région, ça s'appelle le fonds de formation de la vie, enfin pour la formation des bénévoles, excusez-moi. Voilà. Donc chacun finance des formations, la région pour tout ce qui est association régionale et interdépartementale, et l'État finance les formations des associations locales et départementales. Et donc qui se retrouvent sur le portail de formation que Amandine vient de nous présenter. Merci En beaucoup. complément, pardon, Oui, Amandine, Olivier, vas-y. en complément, il est possible aussi pour les associations, donc pour former leurs dirigeants bénévoles, de solliciter l'OPCO, auprès duquel ils cotisent, pour venir, comment dire, former les dirigeants dans leurs fonctions habituelles. Donc ça s'adresse c'est tourné vers les présidents, les trésoriers ou les secrétaires des associations. Et là, ils ont possibilité de solliciter une participation financière de l'OPCO auquel ils cotisent pour financer certaines formations spécifiques pour la tenue de la comptabilité, par exemple, le travail de secrétariat, prise de notes, rédaction de compte rendu, des choses comme ça, ou le rôle du président. Merci. On a une question concernant l'emploi mutualisé. Dans le cas d'un poste mutualisé, est-ce que les missions du salarié peuvent être différentes d'une structure à l'autre? C'est moi qui réponds, je pense. Oui, en effet. Alors, tout l'enjeu, c'est comment dire, tout l'enjeu, c'est de positionner le groupement d'employeurs le salarié, pardon, dans la convention collective qui est appliquée par le groupement d'employeurs, puisqu'il y a nécessairement une convention collective qui est appliquée par le groupement d'employeurs. Et ensuite, effectivement, on précise les choses à la fois dans le contrat de travail et dans la fiche de poste, mais on a bien souvent, effectivement, des salariés à temps partagé qui accomplissent des missions très différentes, qui peuvent être, par exemple, dans le sport, à la fois sur des missions d'éducateurs sportifs et avoir une partie aussi de leur temps de travail consacrée à la gestion ou à la recherche de financement pour l'association. Donc, c'est tout à fait possible, à la fois juridiquement et dans la pratique. Alors, une deuxième question qui est dans le cas d'un poste mutualisé entre plusieurs associations, qui est l'employeur? Celui qui signe le contrat de travail. Ça veut dire qu'il faut nécessairement, quand on n'est pas dans le cadre d'un groupement d'employeurs, je parle, que l'une des associations embauche le collaborateur et ensuite celui-ci, il a des avenants à son contrat de travail pour le mettre à disposition auprès des autres associations, sachant que dans l'hypothèse où l'une ou l'autre des associations accueillantes n'aurait plus besoin de ce collaborateur, c'est bien l'association principale qui a signé le contrat de travail qui est tenue d'honorer ce contrat de travail. Donc, tout ça est régi dans des conventions entre l'association qui accueille, qui met à disposition celle qui accueille, mais il faut nécessairement qu'il y en ait une qui porte l'emploi. Merci. On arrive au bout de ce webinaire. Donc, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi, de vos questions. Et merci aux intervenantes et intervenants de ce matin pour leurs éclairages dont on espère ils vous auront aidé à y voir plus clair et à avancer dans une éventuelle embauche de premier salarié.